Bonjour Anne-Catherine de Tourtier, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de France Énergie Éolienne, Fédération des professionnels de l'éolien. Vous représentez combien d'entreprises, combien de salariés ? Alors nous représentons 23 000 professionnels en France, 330 entreprises qui travaillent en France, des entreprises qui travaillent en France dans l'éolien. D'accord, donc effectivement quelques chiffres qui confirment 22 600 emplois directs et indirects, près de 19 000 mégawatts installés en France au 31 décembre 2021, 6 emplois créés par jour, ça c'est intéressant aussi. C'est un secteur en croissance, on peut dire ça, de l'éolien ? Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Je suis ravie d'ailleurs que vous le mentionniez parce qu'effectivement, nous créons 6 emplois par jour. Nous sommes en très forte croissance et donc nous recrutons tous les jours. Nous recrutons aussi dans les territoires. C'est un élément aussi important qui nous caractérise aussi et qui est très bien perçu par les Français aussi, que nous redynamisons les territoires. Et donc effectivement, nous sommes en pleine expansion en France. Ça veut dire que dans le secteur, dans la filière énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est le premier employeur ? Vous vous situez comment ? Oui, nous sommes le premier employeur dans les renouvelables, si on parle donc du solaire, de l'éolien, effectivement. D'accord. Nous sommes... Alors, on va rentrer un peu dans le détail des prix de l'électricité et de ce que la flambée des prix de l'énergie modifie. À quel point ça change la donne ? Est-ce que la hausse des prix des énergies fossiles, gaz, pétrole, ça rend vos éoliennes plus compétitives ? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Alors, certes, ça nous rend plus compétitifs, mais surtout, et ça c'est l'élément essentiel, c'est que nous avons déjà bien avant cette hausse, déjà été très compétitifs par rapport à d'autres énergies. Donc ça, c'est l'élément vraiment à retenir. Il est certain que nous travaillons aujourd'hui avec un mécanisme de rémunération, un mécanisme de soutien, où nous avons donc des appels d'offres qui fixent un prix, et tout ce que, si jamais le prix de l'énergie du marché est en dessous, le complément est payé par l'État. S'il est au-dessus, nous le remboursons à l'État. Donc aujourd'hui, ce que pour dire, nous sommes effectivement garants du pouvoir d'achat des Français aujourd'hui, car rien qu'en 2021 et 2022, les ENR, dont l'éolien est un principal acteur, va permettre à l'État d'avoir 14,4 milliards d'euros supplémentaires à investir, dont 8,4 milliards qui ont été budgétés mais qui ne vont pas être dépensés, et de recettes, je précise, supplémentaires de 6 milliards d'euros, dont 3,7 milliards qui viennent de l'éolien uniquement. Donc pour bien comprendre, parce que les prix sont supérieurs à ce qui avait été prévu, vous allez reverser la filière éolienne près de 4 milliards à l'État, c'est ça ? Exactement. Sur les 2 années ? Sur 2021 et 2022. Sur 2021 et cela, et 2022. a priori, va continuer également. Et nous estimons qu'à la fin de 2022, nous aurons remboursé déjà, à la fin de 2022, 34% de l'ensemble des aides perçues depuis 2003 de l'éolien, et à fin 2024, l'ensemble des aides perçues. Mais des aides, encore une fois, à un niveau, aujourd'hui nous parlons d'appels d'offres qui tournent autour de 60 € par rapport à prix des marchés aujourd'hui qui tournent en 2022, aujourd'hui, autour de 220-230 €. Ouais. Et donc ça veut dire que vous tablez sur un prix de l'électricité qui va rester très élevé dans les prochaines années ? C'est-à-dire que ce mécanisme que vous êtes en train de nous décrire, il devrait se prolonger ? Alors, du moins, j'ai malheureusement pas la boule de cristal. Non, mais effectivement, il y a quand même des indicateurs importants. De ce que vous cherchez à évaluer. Effectivement, d'ailleurs, et ça fait partie de notre métier, mais effectivement, je pense qu'avec l'ensemble des parties prenantes, nous estimons qu'on a encore quand même 1 ou 2 années où les prix du marché vont rester à des niveaux élevés. Très, très élevés. Mais alors, si les cours redescendent, l'État continue de vous aider, de subventionner ? Comment ça fonctionne ? Mais il faut qu'il repèse de beaucoup avant que l'État nous reverse un complément, d'ailleurs. Donc j'insiste beaucoup là-dessus et je pense que c'est vraiment un message important, c'est que l'éolien était déjà compétitif bien avant cette escalation en ce qui concerne les prix du marché. Quand Emmanuel Macron annonce l'objectif de créer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, bon, j'imagine que vous applaudissez, mais est-ce que ce choix stratégique, est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment de l'éolien terrestre ?
Alors déjà, nous représentons en tant que fait l'énergie éolienne onshore, comment dire, terrestre, et en mer. Donc ça, c'est déjà un point très important. Les deux et on a secteurs, besoin des deux. Et ça, je pense que c'est le message clé. On a besoin de toutes les ENR. La France a besoin de toutes les énergies renouvelables, du solaire également. Donc non, ça ne sera pas au détriment, parce que effectivement, nous savons que donc le président, et nous le saluons, encourage fortement, il y a des objectifs très, très, très importants pour l'éolien offshore. À horizon, comme vous le disiez, 2050, d'ailleurs, ça représentera 2/3 du parc nucléaire existant. Rien que ces 50 parcs qui seront installés en matière de production, en matière de capacité, 2/3 du parc nucléaire qui existe aujourd'hui. Ça, je tiens à le préciser. En revanche, nous avons, dans les années qui viennent, et l'énergie qui est déployable rapidement, dont nous avons pertinemment besoin, on en entend parler tous les jours avec les préoccupations d'EDF aussi concernant le parc nucléaire existant, eh bien, la réponse à ça, c'est l'éolien terrestre. Donc, on aura à la fois besoin de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Alors, sur les éoliennes maritimes, il y a déjà eu des annonces. Je me souviens d'avril 2012, le gouvernement qui désignait à l'époque les lauréats d'un appel d'offres pour 4 parcs qui devaient rentrer en service en 2018. Bref, ça n'est pas arrivé. Non. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, alors, je tiens à préciser, parce que c'est un bon événement, une bonne nouvelle, la première éolienne en mer a été installée. Oui, voilà. On est en cours de l'installation, donc c'est une bonne chose. Mais je vous rejoins entièrement. Et je pense que le sujet ici, c'est un problème global, ou un sujet global. C'est-à-dire qu'il faut, pour créer la transition énergétique, il faut un vrai récit. Il faut une vraie politique de la transition énergétique. Afin d'y arriver. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui n'a pas existé en France, n'a pas vraiment été porté jusqu'au bout en France, et nous sommes donc très contents aujourd'hui. Nous avons toujours parlé de planification, parce que ça passe toujours par une planification, et donc nous saluons aujourd'hui que le fait que le président aujourd'hui nous entend, et on aura bientôt un ministre de la planification. Oui, effectivement, c'est ce qui a été annoncé. Le Premier ministre a chargé de la planification écologique, donc c'est vraiment majeur. Mais qu'est-ce qui coince? C'est quoi? Il y a trop de blocages de la part des riverains, des pêcheurs. On n'a pas pris le projet dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, on a d'abord, je crois, défini nationalement les zones où on allait installer ces éoliennes en mer avant de lancer les appels d'offres. Là, on le fait projet par projet. Est-ce que c'est la méthode qui n'était pas la bonne? Alors, en parlant de méthode, encore une fois, dans tous ces pays dont vous parlez, l'Allemagne ou les Pays-Bas, effectivement, les politiques ont porté un vrai projet politique, économique, industriel de la transition énergétique. Ce n'est, je pense, pas le cas, ça n'a pas été le cas en France. Donc ça, c'est un élément déjà très important. Du changement, ça s'accompagne. Et je pense que cet accompagnement n'a pas été vraiment porté ici. Premier élément. Vous mentionnez un sujet qui est toujours mis en avant, c'est l'acceptabilité. Je pense qu'il est très important que les Français comprennent que, à travers des sondages, il est clairement démontré, des sondages que fait France Énergie Éolienne a lancé, mais aussi l'État et d'autres parties prenantes, reviennent toujours au même résultat. C'est-à-dire que, à quelques pourcentages près, mais en moyenne à 76%, les Français sont positifs face à l'éolien. Oui. Ces 76% sont aussi contents, des riverains qui vivent autour du parc éolien, sont contents de vivre autour d'un parc éolien, se satisfassent, l'acceptent, trouvent ça bien. Mais alors pourquoi ça coince quand un nouveau projet est lancé, que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien maritime? Parce qu'on voit quand même les freins. On a reçu ici Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, qui expliquait comment les débats sont menés, parfois pendant presque une année, de longs mois, et il y a parfois de la désinformation, il y a des fausses idées, etc. Mais qu'est-ce qui manque finalement en termes de persuasion pour changer la perception de certains riverains pour le terrestre ou riverains et pêcheurs pour le maritime? Alors, je reviens vraiment sur ces sondages parce que c'est important. Parce que oui, pardon de vous interrompre, il y a quand même aussi ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas de ça chez moi, qui existe. Vous ne pouvez pas nier le fait que ça existe. Mais c'est une minorité infime. C'est ça que je veux dire. Quand nous vivons, développons un projet éolien, si je prends le terrestre,
vous savez, la grande majorité des projets se passent très bien. Il n'y a pas d'opposants. Mais on n'entend parler que les opposants. Et c'est ça une réalité. D'où l'importance aussi de ces sondages, et que les Français comprennent que les sondages, clairement, ne reflètent pas ce qu'on entend dans les médias, ce que certains politiques disent. Je pense que l'éolien est devenu un objet politique et du coup se retrouve dans une guerre de tranchées, mais qui, en partie, n'a rien à voir avec le fait l'éolien en soi. C'est ça, c'est vraiment important, parce que la réalité du terrain ne correspond pas à ce qu'on entend dans les médias, qu'on entend par certains politiques. Et je pense aussi qu'il y a quand même, on a un peu, je pense que c'est vers où vous voulez aller aussi, pourquoi Not in my backyard, ça je comprends très bien, le NIMBY, mais sachez, depuis quand est-ce qu'on attend d'une centrale, est-ce qu'on a attendu une centrale à charbon, une centrale à gaz, qu'elle soit belle qu'elle soit acceptée, est-ce qu'on a posé avec qu'elle soit belle, que ce soit élancé, que ça protège les paysages français on voit dans une centrale à gaz, une centrale à charbon, une centrale nucléaire, on voit une utilité, une nécessité pour les Français. C'est la même chose que pour l'éolien. Oui. Et de toute façon, on est bien d'accord, mais vous prêchez un convaincu, mais on est bien d'accord que de toute façon, il n'y a pas de modèle parfait, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle centrale nucléaire, la question va se poser aussi des emplacements et de la réaction des riverains quand il s'agira de créer une nouvelle centrale nucléaire. Je suis bien d'accord avec vous, mais je reviens, parce que je suis un peu têtu moi dans mes interviews, je reviens à la question de l'éolien maritime et de la méthode. Vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que la méthode néerlandaise ou la méthode anglaise est la bonne? Est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire quand on se place dans la perspective de créer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà les zones où on va s'installer, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait auparavant, on est bien d'accord. On l'a fait aussi auparavant. Mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il faut être porté par la politique. Il faut que le politique le porte. On concerte, vous savez, la réalité d'un développeur éolien terrestre ou en mer et la concertation du matin au soir. Nous échangeons. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, en parlant du terrestre aussi, beaucoup de projets se passent très très bien. On entend toujours cette opposition. Effectivement, je pense que maintenant, le fait qu'on aura, j'espère, un petit peu de changement au prochain quinquennat, avec le Premier ministre qui sera directement responsable de cette planification écologique, qu'on saura davantage encore préparer effectivement plus harmonieusement la partie éolienne en mer. Vous avez eu des sueurs froides pendant cette campagne présidentielle, en entendant certains candidats? Bien sûr que nous avons eu des sueurs froides, mais surtout j'ai eu des sueurs froides pour les Français, parce que, encore j'insiste beaucoup là-dessus, un Français sur 10 s'alimente à 100% de l'énergie éolienne aujourd'hui. Un Français sur 10. Avec la situation actuelle, avec certains déficits de temps en temps nucléaires, avec les prix et autres, au mois de mars de cette année, 2,3 Français sur 10, près d'un quart, un Français sur 4 s'est alimenté pendant le mois de mars 100% de l'électricité notamment éolienne. Parce que le parc nucléaire est en difficulté avec des problèmes de corrosion sur certaines centrales. Mais oui, non, mais on a bien compris de toute façon l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Encore une fois, dans cette émission, on le porte. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Par exemple, sur les pales. Et le recyclage des pales des éoliennes. Ça, et je pense que vous serez d'accord pour le reconnaître, c'est vraiment un objectif d'amélioration de la filière. Oui, la filière s'est engagée à pouvoir donc recycler également. Donc je tiens à préciser quand même aujourd'hui, une éolienne est recyclable à 85-90%. D'accord. Donc ça déjà, comme élément de base, c'est très important. Sur les pales, effectivement, nous avançons sur ce recyclage également, et nous avons clairement des engagements que d'ici 4-5 ans, nous serons en mesure de recycler à 100% les pales d'éoliennes. Sachant que nous avons déjà des méthodes aujourd'hui pour ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont incinérées, elles sont enfouies? Non, elles ne sont pas enfouies, mon Dieu, elles ne sont pas enfouies du tout. Au contraire, on les réutilise, on l'utilise aussi pour la création de ciment, donc elles sont déjà réutilisées. On ne les enfouit pas. Je reviens au projet d'Emmanuel Macron, c'est cet objectif de 50 parcs éoliens maritimes d'ici 2050. C'est quoi la priorité pour tenir cet objectif? Si vous dites, OK, on a un défi qui est fascinant, qui est passionnant à relever pour le secteur, c'est quoi la priorité pour y arriver? Planifier. Il faut planifier. Il faut une vraie adhésion du pouvoir public. Il faut une vraie politique de transformation, de transition énergétique.
vers un mixte à horizon 2050. Où les énergies renouvelables ont une place majoritaire. Ouais. On était hier dans cette émission avec la directrice générale de Vattenfall Éolien France et en schématisant l'EDF suédois, on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est une entreprise publique en Suède. La Suède qui veut aussi développer d'ailleurs son éolien maritime. Est-ce qu'il y a un soutien européen pour le développement de l'éolien maritime, notamment via le Green Deal européen ? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a effectivement un soutien européen, bien sûr, un soutien européen pour l'ensemble des énergies renouvelables et pour l'éolien terrestre et offshore. Bien sûr, nous avons le Fit for 55. Nous avons vraiment cette ambition en Europe, et la France y est engagée aussi, de soutenir les ENR et l'éolien maritime en France. On va terminer avec, effectivement, vous l'avez évoqué, Saint-Nazaire, cette première éolienne maritime enfin posée au large de Saint-Nazaire. Le parc complet doit rentrer en service d'ici la fin de l'année, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Ça représente quoi ce parc va fournir quelle quantité d'électricité? Si on essaye de, je sais pas, par rapport à une taille de ville, par exemple, ça fournit de l'électricité pour quel type combien de communes ou combien d'habitants? Combien d'habitants? Ouais. Alors là, j'avoue, je ne pourrais pas vous répondre là immédiatement sur le parc de Saint-Nazaire, mais effectivement, en tout cas, c'est le premier parc éolien en France, donc qui rapportera, qui aura toute sa place dans la consommation électrique. D'accord. L'éolien maritime, c'est plus régulier en termes de fourniture d'électricité que l'éolien terrestre, c'est-à-dire que le vent souffle plus régulièrement. Est-ce que c'est comparable? Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette brèche de comparer le terrestre et le maritime. Nous avons besoin des deux. C'est en fonction des régions, c'est en fonction des régions où sont installés du terrestre ou bien sûr le maritime. Je pense que ce n'est pas un des axes de comparaison qui est valide aujourd'hui et qu'on devrait avancer. Très bien, merci beaucoup Anne-Catherine de Tourtier. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas tout de suite avec une start-up à l'honneur comme tous les jours.